Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Imaginez deux candidats. Le premier, il envoie 100 CV identiques en une semaine. Résultat, silence radio et le moral dans les chaussettes. Classique. Et à côté, le second. Pendant cette même semaine, il envoie rien du tout. Pas un seul CV. Et pourtant, le mois d'après, il a 3 entretiens. Dans les boîtes qu'il visait en plus. Exactement. Aujourd'hui, on se plonge dans des sources qui décortiquent précisément cette stratégie. On va analyser un plan d'action sur 30 jours, conçu non pas pour postuler en masse, mais pour transformer sa recherche d'emploi en une véritable campagne stratégique. Et cette idée de campagne, c'est vraiment le cœur du sujet. Les documents qu'on a là partent d'un constat simple. La recherche d'emploi, souvent, on la subit. On a l'impression de perdre le contrôle. On envoie des bouteilles à la mer. C'est ça. Cette méthode sur 30 jours, c'est l'inverse. C'est un cadre pour reprendre les commandes, pour être intentionnel à chaque étape. Le principe qui est martelé, c'est que le succès ne dépend pas du volume, mais de la pertinence. De la discipline, de la démarche aussi. Exactement. C'est un marathon d'actions ciblées, pas un sprint de clics désespérés, quoi. D'accord, alors plongeons dedans. La première semaine est décrite comme une phase de fondation. Une préparation presque invisible de l'extérieur. Et ce qui me frappe, c'est que les 2 premiers jours sont consacrés à un bilan professionnel. Entièrement. 2 jours entiers. On a entièrement décidé de fondre la publicité, avant même de toucher à son CV. C'est complètement contre-intuitif. La plupart des gens se jettent sur leur CV en premier. C'est un point crucial. La logique derrière, elle est simple. On ne peut pas vendre un produit qu'on ne connaît pas parfaitement. Et le produit, ici, c'est soi-même. Ah oui, je vois. Et pendant ces 2 jours, il ne s'agit pas juste de lister ses anciens postes. C'est plus profond. C'est, quelles sont mes compétences techniques, bien sûr, mais surtout mes soft skills, mes 3 plus grandes réussites et pourquoi. Qu'est-ce qui me motive vraiment, au-delà du salaire? Voilà, quelles sont mes valeurs non négociables? Sans cette clarté, on postule à des postes qui ne nous correspondent pas. Et ça, les recruteurs, ils le sentent. C'est une étape d'alignement. Donc, si je comprends bien, l'idée, c'est de construire son argumentaire de vente avant même de concevoir la brochure qui serait le CV. C'est une super image, c'est exactement ça. Ça se tient. Et justement, le CV et LinkedIn, ça arrive juste après, jours 3 et 4. Et là, les sources insistent beaucoup sur un mot, quantification. Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas juste un conseil de forme, c'est un vrai changement de philosophie. On passe de « j'ai géré des projets » Ah oui. à « j'ai géré 5 projets en même temps avec un budget de 200 000 € livré avec une semaine d'avance ». Ça n'a rien à voir. Ah oui, là, c'est plus une description de tâche, c'est une preuve d'impact. Voilà. C'est ça, le changement de langage. On passe du langage des responsabilités au langage des résultats. La différence entre dire « j'étais sur le terrain » et « j'ai marqué des buts ». C'est exactement ça. Et pour LinkedIn, la logique est la même, mais avec une dimension algorithmique en plus. Les fameux mots-clés. Il faut truffer son profil des mots-clés que les recruteurs utilisent. Il faut penser comme la personne qui cherche à nous trouver. On transforme son profil d'un simple CV en ligne en un aimant à opportunité. Très clair. La fin de cette première semaine, jours 5 à 7, est dédiée à la stratégie de ciblage. On nous dit de créer une liste de 20 à 30 entreprises. Mais est-ce que c'est pas un peu risqué? Comment ça? En se concentrant sur si peu de cibles, on pourrait passer à côté de l'opportunité en or juste à côté, non? C'est une objection très pertinente et les auteurs l'adressent. Leur réponse, c'est que le plus grand risque, en fait, c'est la dispersion. Viser tout le monde, c'est ne viser personne. D'accord. L'idée de cette liste, ce n'est pas de s'enfermer. C'est de concentrer son énergie là où elle aura le plus d'impact. Choisir des entreprises dont la culture, les projets nous parlent. Ce travail de recherche, il va nourrir toute la personnalisation après. C'est un investissement, en fait. Voilà. Mieux vaut 10 approches ultra personnalisées que 100 CV envoyés dans le vide. Ok, la base est posée, on a fait son introspection, l'armure est prête, le CV est affûté. J'imagine que maintenant, on sort du château. Semaine 2, on passe à l'action. On parle de visibilité et de réseau. Oui, et le réseau est présenté non pas comme un plus, mais comme le canal numéro 1. Ah oui, carrément. Jour 8 à 10, le plan se concentre là-dessus. Un chiffre est souvent rappelé. Une part immense des postes, parfois jusqu'à 70%, n'est jamais publiée. C'est le fameux marché caché de l'emploi.
Et pour y accéder, pas le choix, c'est le réseau. Impossible sans. Le plan suggère de réactiver méthodiquement ses contacts, anciens collègues, managers, sans demander un travail, juste pour prendre des nouvelles, demander des conseils, comprendre les enjeux de leur secteur. C'est plus subtil que de débarquer en disant Salut, t'aurais pas un job pour moi ?» Bah oui, on cherche de l'info, pas un piston. Et ensuite, on aborde le fameux personal branding, jours 11 et 12. Quand on entend ça, beaucoup s'imaginent devoir devenir une sorte d'influenceur sur LinkedIn. C'est ça l'idée? Non, pas du tout. L'idée est beaucoup plus simple et stratégique. Il s'agit de passer du statut de demandeur d'emploi à celui d'offreur de compétences. C'est-à-dire? En partageant un article pertinent avec 1 ou 2 lignes d'analyse, en commentant intelligemment une publication. On ne dit plus « s'il vous plaît, donnez-moi un travail ». On dit « voici comment je pense, voici ma vision et voici la valeur que je peux apporter ». On se rend visible pour les bonnes raisons. On construit sa crédibilité en quelque sorte. Et cette proactivité, elle se poursuit avec la candidature spontanée, jours 13 et 14. Là encore, j'imagine qu'on est à l'opposé de l'envoi de masse. Totalement. L'approche est chirurgicale. On reprend la liste des 20 entreprises. Le jeu, c'est de trouver la bonne personne. Pas forcément les RH, mais plutôt un manager opérationnel. Le chef du département qu'on vise. Exactement. Et le message doit être ultra personnalisé. Il doit montrer qu'on a fait ses devoirs. J'ai vu que vous avez lancé tel projet. Avec mon expérience, je pense que je pourrais vous aider sur tel défi. Ça, pour un manager, c'est de la musique à ses oreilles. Ça montre qu'on est déjà tourné vers les solutions. Et qu'on n'est pas là par hasard. Toute cette préparation, ce travail, c'est un peu comme si on passait 2 semaines à tendre l'élastique d'une catapulte. J'imagine que la 3e semaine, c'est le moment où on tire. C'est exactement l'image. Et la philosophie reste la même. La qualité, pas la quantité. Les jours 15 à 17 sont consacrés à répondre aux offres, mais uniquement aux offres stratégiques. Et c'est là qu'on arrive à l'erreur que tout le monde fait. L'erreur la plus commune, oui. Le CV et la lettre de motivation standardisée. Mais attends, adapter son CV et sa lettre pour chaque candidature, ça prend un temps fou. Est-ce que le retour sur investissement est vraiment si bon? On pourrait en envoyer 10 fois plus sinon. C'est le calcul que beaucoup font. Et selon les sources, c'est une erreur. Un recruteur, il passe moins de 10 secondes par CV. Il ne lit pas, il scanne. Il cherche des mots-clés. Une adéquation évidente. Une candidature générique, elle a 99% de chances de finir à la poubelle. Une candidature où le titre du CV est ajusté, où les expériences mises en avant correspondent pile aux missions, celle-là, elle sort du lot. C'est plus de travail, mais le taux de retour est sans commune mesure. C'est la différence entre acheter 100 tickets de loterie et préparer un sain dossier d'investissement solide. Vu comme ça. Et pour trouver ces offres, les jours 18 et 19 suggèrent d'explorer des canaux alternatifs. C'est-à-dire aller là où la concurrence est moins forte. Contacter des cabinets de recrutement spécialisés, par exemple, surveiller les sites carrières des entreprises cibles, et surtout, être très actif dans les groupes LinkedIn de son secteur. Ah oui, j'ai insisté. C'est souvent là que les managers postent leurs besoins en premier, de manière informelle, avant même que l'annonce officielle soit rédigée. D'accord. Et avec toutes ces actions, ça doit vite devenir le chaos. Comment on gère tout ça? La réponse est dans les jours 20 et 21. Un suivi rigoureux. Ça peut sembler fastidieux, mais c'est présenté comme non négociable. On se fait un tableau de bord. Exactement. Un simple tableur suffit. On note tout. L'entreprise, le contact, la date d'envoi et surtout la date de la prochaine relance. C'est l'outil qui transforme le chaos en stratégie. Et qui évite de paraître désorganisé. Complètement. Et si tout ce travail paie, logiquement, on arrive à la dernière ligne droite, la semaine 4. L'étape que tout le monde attend et redoute, les entretiens. En effet. Et la préparation des entretiens, jours 22 à 24, ne doit rien laisser au hasard. L'improvisation est l'ennemi. Il faut arriver en connaissant l'entreprise, ses produits, ses concurrents. Il faut avoir préparé des exemples concrets pour chaque compétence. Oui, avec la méthode STAR. Situation, tâche, action, résultat. Et un point crucial, souvent sous-estimé, préparer ses propres questions. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait une bonne question? On a tous un peu peur de poser la question bête, quoi. Une bonne question. C'est une question qui montre qu'on se projette. Au lieu de demander « quelle est la culture d'entreprise ?», on peut demander « quels seraient les plus grands défis pour la personne qui prendra ce poste dans les 6 premiers mois ?» Ah oui, ça change tout. Ou « comment mesurez-vous le succès pour ce rôle ?» Ça montre un intérêt pour la performance, pas seulement pour les conditions de travail. Ça transforme le candidat en futur collaborateur. Et pour les candidatures sans réponse, c'est le moment de la relance, jours 25 à 27. Comment on fait ça sans être lourd? La méthode est précise. On attend 10 à 15 jours. La relance doit être polie, courte
et si possible, apporter de la valeur. Pas juste, alors, des nouvelles. On peut envoyer un article, par exemple. Par exemple, suite à ma candidature, j'ai lu cet article, ça m'a fait penser à votre défi X. On varie les canaux. Un mail, un message court sur LinkedIn, ça montre la motivation, pas le harcèlement. Le plan se termine avec les jours 28 à 30, dédiés à l'analyse et à l'ajustement. Ce n'est donc pas vraiment une fin. Non, c'est une boucle. C'est le moment de regarder son tableau de bord et de se poser les bonnes questions. Combien de candidatures ont mené un entretien? Quels canaux ont été les plus efficaces? C'est un processus itératif. On apprend pour affiner sa stratégie. On pilote, on ne subit pas. C'est l'idée. Alors, si on devait synthétiser, quel est le changement de mentalité que cette méthode essaie d'insuffler? J'en vois 3. Le premier, passer de la passivité à la proactivité. On n'attend plus, on va chercher. D'accord. Le deuxième, remplacer la quantité par la qualité. Chaque action est pensée, ciblée. Et le troisième, c'est de gérer sa recherche comme un vrai projet pro, avec une stratégie, un suivi, une analyse. Et il y a aussi l'aspect psychologique. Une recherche, ça peut être usant. Les refus, les silences. C'est un point que les sources soulignent avec force. L'épuisement, c'est le plus grand danger. Pour garder la motivation, le conseil est de se fixer des objectifs de processus, pas de résultats. C'est-à-dire? Ne pas se dire « aujourd'hui, je dois décrocher un entretien ». C'est hors de notre contrôle. Mais plutôt « aujourd'hui, je dois contacter 3 personnes et personnaliser 2 candidatures ». Ce sont des actions concrètes. Ça permet de garder un sentiment de contrôle? Et d'accomplissement. Il faut se rappeler que chaque non nous rapproche statistiquement du oui, si on suit une méthode. La persévérance, selon eux, finit toujours par payer. Le message est donc très clair. Cette approche méthodique, personnalisée est présentée comme infiniment plus puissante qu'une démarche passive. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est une feuille de route pour reprendre le contrôle. Exactement. Et en y réfléchissant, tout ce qu'on a décrit, c'est un plan d'action intense. Un sprint sur 30 jours. Mais ça soulève une question pour la suite. Laquelle? Que se passe-t-il si, au bout de ces 30 jours, l'objectif n'est pas atteint? Comment on transforme cette méthodologie de sprint en une stratégie de marathon, soutenable sur le long terme, sans s'épuiser? C'est peut-être là que réside le véritable défi. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.